Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs. Plus de 1000 jeunes sont déjà jetés en prison par la justice béninoise selon les chiffres officiels pour des faits de cybercriminalité. En tout cas, compte tenu de l'ampleur qu'a pris le phénomène, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de taper du poing sur la table pour traquer ces jeunes gens à la recherche du gain facile. Depuis le début de l'opération à ce jour, où en sommes-nous? La lutte contre la cybercriminalité est-elle un pari gagné sous la rupture? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CG Yabé. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Ils sont au total 1188 individus qui sont traqués. Au détour d'une émission, le procureur spécial de la Criette a expliqué il y a quelques années, point par point, les condamnations faites depuis. Mario Metonou a détaillé qu'au cours de l'année judiciaire 2020-2021, par exemple, qu'il y a eu 360 condamnations pour des questions de cybercriminalité. L'année judiciaire 2021-2022, qu'il y a eu 451. Au cours de l'année judiciaire 2022-2023, il y a eu déjà 263 condamnés. Suivant cet élément de la rédaction qui retrace l'historique, les causes, les conséquences et les mesures prises pour faire face à cette lutte. Élément signé, Latifat Kouenou. Le Bénin est confronté à un phénomène préoccupant où des jeunes en quête de richesses faciles se livrent à des actes criminels, incluant parfois des sacrifices rituels, dans l'espoir de s'attirer les bénédictions des divinités et de garantir leur succès dans la cyber-arnaque. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a fait de la lutte contre la cybercriminalité une priorité. Le gouvernement a ainsi intensifié les efforts pour traquer les cybercriminels à travers tout le territoire béninois. On a un dispositif institutionnel qui est composé de l'OCRC, de l'ASIN, de l'Autorité de protection des données à caractère personnel, l'APDP, de la Criette, de l'organe de contrôle des prestataires de services de confiance. Donc cet ensemble institutionnel constitue une série, je vais dire, d'unités spécialisées dans l'investigation et la sécurité. Et ces entités institutionnelles ont été mises en place avec chacune leur rôle et elles fonctionnent en toute coordination et donc permettent aujourd'hui de pouvoir justement mettre en œuvre des actions au plan opérationnel. Créé en 2013, l'Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC, a procédé à l'arrestation de plusieurs individus et groupes impliqués dans des activités de cyber-arnaque. En juillet 2023, le directeur de l'OCRC, Donatien Sokou, a présenté un état des lieux des actions de lutte sur la télévision nationale. Je prends l'année 2021. Nous avons reçu 2831 plaintes et un préjudice de 1 milliard, je dis bien 1 milliard
546 436 228 francs. En 2022, nous avons reçu 2188 plaintes et un préjudice de 663 544 225 francs CFA. De janvier à ce jour, nous sommes à 495 456 027 francs CFA. Et si nous faisons un tour pour voir le nombre de personnes interpellées, en d'octobre 2022 à décembre, nous avons pu interpeller 251. Janvier 2023, 36. En février, nous avons pris 108. En mars, nous avons pris 133. Du 1er avril à ce jour, nous sommes à 132. Après leur interpellation, les suspects sont présentés au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour y répondre de leurs actes. À la date d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons 1188 détenus dans les prisons pour des faits de cybercriminalité. Je mélange à la fois ceux qui ont déjà été condamnés et ceux qui sont en attente de leur procès. Mais globalement, nous avons 1188 détenus dans les prisons du Bénin pour des faits de cybercriminalité. Et au cours de l'année judiciaire 2020-2021, nous avons eu 360 condamnations pour des questions de cybercriminalité. Dans l'année judiciaire 2021-2022, nous en avons eu 451. Et à la date d'aujourd'hui, au cours de cette année judiciaire qui est encore en cours, nous sommes à 263 condamnés. Donc, c'est dire que nous n'avons jamais baissé la pression et que nous faisons ce qu'il faut pour que la cybercriminalité ne soit plus un modèle économique que l'on brandit à la jeunesse et pour lui faire croire qu'il y a moyen de se développer, moyen de s'enrichir, moyen de vivre de cette criminalité-là. Toujours en 2023, le Bénin a franchi une nouvelle étape en renforçant son dispositif de lutte avec la création du Centre national d'investigation numérique. Ce centre qui remplace l'OCRC dispose de missions élargies et de moyens renforcés pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Les résultats obtenus au fil des opérations témoignent de leur ampleur et de la gravité du phénomène. En termes de personnes poursuivies pour des chefs de cybercriminalité sur 2023 jusqu'en avril 2024, nous sommes à 1773. Entre 2023 et le 22 avril 2024, le procureur Mario Metonou a présenté un bilan des procédures judiciaires menées contre les cybercriminels. Malgré les mesures engagées et les progrès réalisés, des jeunes continuent d'être arrêtés pour ces pratiques illicites. La CRIET avons eu 415 procédures de cybercriminalité pour l'année 2023 et au 22 avril 2024, nous sommes à 224 procédures. Si la tendance poursuit, on aura plus de dossiers cette année que l'année dernière. En termes de personnes poursuivies pour des chefs de cybercriminalité sur 2023 jusqu'en avril 2024, nous sommes à 1773. Bien qu'une certaine sérénité semble régner au sein de la population, peut-on affirmer que la lutte contre la cybercriminalité est un pari gagné pour le président Patrice Talon, surnommé le chantre de la rupture? Apparu au Bénin au cours de cette dernière décennie, la cybercriminalité n'a cessé de prendre de l'ampleur, surtout dans les rangs des jeunes. Depuis 2005, de nombreux gaïmans ont en effet trouvé en cette activité un créneau porteur et une issue à la précarité. Pour les Béninois, les cybercriminels sont perçus comme des délinquants et des oisifs qui utilisent le net pour arnaquer les Occidentaux. Professeur Biobani Bigou, bonsoir. Vous êtes enseignant à l'Université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir choisi de répondre à nos différentes questions. Merci pour la confiance. L'émergence de la cybercriminalité, vous le savez, au Bénin, tient au fait qu'une décennie seulement après son
en apparition, certains jeunes ont rapidement excellé dans la maîtrise des rouages de l'outil informatique et du web. Heureusement que le gouvernement a tapé du poing sur la table. Comment analysez-vous la méthode adoptée par le gouvernement béninois dans la lutte contre la cybercriminalité? D'abord, le principe d'adopter une position claire et nette contre la cybercriminalité est une très bonne chose. C'est-à-dire, le problème, pourquoi on en est arrivé là? C'est ça. C'est ça le vrai problème. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'en réalité, c'est un dossier très important et très complexe. Parce que pour l'aborder, il faudrait voir quel est le système éducatif dans lequel les jeunes sont inscrits pour devenir quoi? D'accord. Ça c'est très important, ça. Comme le dit très souvent, l'enfant il est innocent. C'est le système dans lequel l'enfant est encadré qui fait de lui un homme correct ou un délinquant. D'accord. Je donne un exemple très simple. Regardez, dans la plupart de nos villages, lorsqu'il y a le système de, comment on appelle, de cérémonies, de rituels, de ceci, cela. Et on demande aux enfants, ils sont des élèves, et on leur dit bon, que leur participation possible pour ça. Ils font quoi? Pour gagner quoi? Et vous donner quel type de participation? Lorsque les parents disent à leur fille, encore à l'école, vous êtes assez grande, ou bien vous êtes assez grande pour vous le débrouiller, vous les envoyez à quoi? À la prostitution. Lorsque vous avez des enfants qui ont en main un certain nombre d'objets d'une certaine valeur, et que les parents ne se posent pas de questions par rapport à ça. Donc, ça peut vous dire que c'est des questions de fond que vous avez abordées là. Donc, il faudrait tout simplement, bien sûr, ce phénomène-là, mais il faut voir au niveau de notre système éducatif, de la maternelle au supérieur, à quel niveau, justement, notre système pêche. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. Parce que moi, j'ai toute ma carrière dans l'éducation. C'est ça. Vous comprenez? Moi, j'avais toute ma carrière dans l'éducation. Et c'est justement ce pourquoi on vous a contacté pour donner votre opinion. Ma question, je vais vous la reposer autrement, peut-être. Je demandais plutôt comment vous analysez la méthode adoptée par le gouvernement béninois dans la lutte contre la cybercriminalité. Oui, j'ai dit la méthode, parce que le phénomène est là, c'est une méthode déjà pour faire face à un revenu social normal. Oui. Et par rapport à la manière dont on va avoir des résultats immédiats et tout, bon, et vous comprenez bien, j'ai dit c'est un domaine très très complexe. Et par rapport à ça, là, ce qui est en train de faire, la méthode utilisée pour sanctionner, pour ceci, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire tout ce qui va dans le sens de pouvoir corriger, n'est-ce pas, tout ce que nous avons comme défaut au niveau des enfants, au niveau des jeunes, par rapport à ce phénomène de cybercriminalité, c'est une très très bonne chose. Vous comprenez pas ça? Mais quand on fait le tour, on revient toujours encore à ce sujet. Quand il y a les cyber et tout ça, quel est le contrôle qu'il y a par rapport à tout ça? Quelles sont les règles rigoureuses imposées pour que justement qu'on n'en arrive pas à ce qui devait être un instrument, un système pour pouvoir améliorer, permettre à l'individu de corriger les manières de communiquer avec les autres, parce que chaque individu est unique en son genre, même les jumeaux sont différents. Donc, comment faire en sorte que chaque individu, par rapport à ses qualités et ses défauts, comment faire pour en arriver à ce que justement, ce qu'on lit en lui comme défaut, que ça puisse être corrigé, et ce qu'on lit en lui comme qualité, faire en sorte que justement, qu'il soit renforcé. D'accord. En tout cas, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, indiquait qu'il y avait plus de 1000 personnes détenues pour des faits de cybercriminalité entre 2020 et avril 2023. Un bilan alarmant et qui révèle l'ampleur du phénomène dont vous parlez tout à l'heure, la prison. Est-ce que c'est la meilleure option selon vous? Non, mais je veux dire, ce n'est pas la meilleure. La meilleure est qu'il
il y a encore, excusez-moi beaucoup, je suis dans le domaine de l'éducation, il y en a même, quand on les met en prison, et après, il y en a même qui refusent de sortir de la prison. Il y a encore retourné après. Vous voyez, en principe, dans un pays, lorsqu'on y a des prisons, des détenus et tout ça, si réellement le comportement, sur le point de vue éducatif au niveau des parents, des enfants et tout, si réellement on met les gens en prison, c'est pour qu'on en arrive justement à ce qu'on puisse corriger à leur niveau un certain nombre de cas de ce qu'on constate. En principe, je dis bien en principe, on devait, à un moment donné, si les choses évoluaient très bien qu'on le concevait par rapport aux prisons, on devait avoir la réduction des prisons dans le pays. Mais on en arrive à quoi? La multiplication des prisons. La manière dont les prisons sont remplies. Et lorsqu'on en arrive jusqu'à considérer que des individus préfèrent même encore rester en prison par rapport à ce. Donc, il y avait un problème de fond là. Il y a un problème de fond. Qui nous interpelle tous, comme parents, comme responsables d'éducation. Nous sommes tous interpellés là. D'accord. Oui, professeur, au vu des résultats que la lutte contre la cybercriminalité génère aujourd'hui, vous l'aviez dit, c'est une très belle méthode adoptée par le gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un pari gagné pour le gouvernement? Écoutez, vous voyez, c'est entre nous pari gagné. Pari gagné, oui, lorsqu'on constate qu'il y a des défauts, on prend un système, si on constate que vraiment il y a des résultats, il y a des missions au niveau de ce qu'on veut corriger, c'est tout à fait normal qu'on puisse appuyer pour dire que c'est bien. Mais si on met en place un système par rapport aux défauts qu'on veut corriger et qu'on constate que réellement ça n'évolue pas, ça veut dire qu'il faut revoir le système. Donc c'est pour dire qu'il faut juger chaque élément par rapport aux résultats qu'on veut obtenir. Est-ce que par rapport à la méthode que le gouvernement a adoptée et tout, le résultat est quoi? Du point de vue statistique, qu'est-ce qu'on constate? Si le constat va dans le sens justement de ce qui justifie ça, oui, c'est une bonne chose. Mais c'est pour en arriver à dire, mais il ne faudrait pas justement qu'on soit dans un système éducatif qui va pouvoir obliger l'État, obliger l'État à en arriver à ces systèmes-là qui, d'une manière ou d'une autre, n'arrivent à compromettre le bon comportement au niveau des citoyennes et des citoyens. Merci à vous, professeur Biobani Boudou. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'être disponible pour nous, en tout cas pour apporter vos différentes analyses. Merci. Allez, passez très bonne soirée. C'est vraiment pour la confiance. Pour atteindre leur finalité, les cybercriminels ont parfois recours à des pratiques occultes. Certains n'hésitent pas à faire des pactes de sang avec le vaudou, ainsi une divinité du sud du Bénin reconnue pour l'efficacité de ses actions, mais aussi pour ses sanctions irréversibles en cas de non-observance des engagements pris. La cybercriminalité, un fléau qui se propage de plus en plus sur le territoire béninois, se veut être une activité pratiquée par toutes sortes de couches sociales, notamment les jeunes instruits ou par la quête du gain facile. Qu'est-ce qui justifie cette ampleur de la couche juvénile vers la cybercriminalité, au téléphone? Fidèle Sénat Vaudounon, bonsoir. Merci d'avoir choisi de répondre à nos différentes questions. C'est un plaisir. Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir à tous les amis d'Irmos. Au vu des résultats que la lutte contre la cybercriminalité génère aujourd'hui, peut-on dire que c'est un pari gagné pour le gouvernement? Merci beaucoup. Vous savez, pour une lutte de cette envergure, on ne pourrait pas tout de go affirmer que c'est un pari gagné. Mais c'est un pari en passe d'être gagné dans la mesure où on voit toute la détermination du gouvernement en place et surtout toute l'infrastructure mise en place en termes de moyens techniques, en termes d'équipement, en termes de moyens humains, en termes de formation, en termes même de partenariat au-delà des frontières nationales pour pouvoir contrer le fléau. Il n'y a pas de raison que le pari ne soit pas gagné. Mais c'est une lutte de tout le temps parce que nous sommes dans un domaine très dynamique. Vous savez, il s'agit de la technologie, c'est très dynamique, c'est très évolutif. Et donc, il est question de toujours faire les mises à jour pour pouvoir contrer les nouvelles méthodes, les astuces qui sont développées au jour le jour pour contourner
n'est-ce pas, la loi. Donc, je pense que non seulement c'est pas un pari totalement gagné, mais c'est un pari qui peut être gagné, mais dans le temps, pour peu que les dispositions pratiques que nous observons avec le gouvernement en place sont toujours utilisées à bon escient et que les efforts sont poursuivis. Fidèle Sénan Vaudounon, je rappelle que vous êtes sociologue, bien évidemment, parce que cela est utile de le préciser. Dans tous les cas, entre les murs sombres de la prison, les jeunes condamnés pour arnaque en ligne et autres infractions liées à la cybercriminalité ont réalisé qu'ils ont perdu un bien précieux, la liberté. Ils implorent le pardon et la grâce du président Patrice Talon et des institutions judiciaires. Est-ce que pour vous, c'est une repentance où il faut leur accorder cette grâce? Vous savez, c'est un choix difficile parce que dans notre société, nous avons ce que nous appelons le libre arbitre. C'est clair que chacun, vous et moi, nous avons la possibilité de faire tout ce que nous voulons, mais dans le cadre de la loi, c'est-à-dire dans les couloirs donc des lois, des règlements qui sont donc en place dans la République. Donc c'est que nous n'avons pas véritablement le choix de faire ce que nous voulons, faire tout ce que nous voulons comme nous voulons. Nous devons les faire, mais en restant formellement dans le cadre de la loi. Alors, quand nous nous écartons, même au plan purement traditionnel, quand nous nous écartons, règles établies, tout naturellement, même s'il n'y avait pas un gendarme, même s'il n'y avait pas un tribunal, tout naturellement, nous récoltons les fruits de nos mauvais comportements. Je vous donne un exemple très simple là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, c'est la prison, mais avant, c'était le châtiment public. Et ce n'est pas forcément la vindicte populaire, mais celui qui a volé un poulet, on lui attachait quand même le poulet au cou. Il devait faire le tour du village et on finit par lui raser le crâne, lui raser les cheveux. Et donc, c'est comme un châtiment, c'est comme une sorte d'humiliation propriatoire qui permet de chasser cette forme de mauvais esprit de son âme, de son esprit, de sa tête, et afin qu'il ne recommence plus. Donc, c'est vous dire que le dispositif de cause à effet a toujours existé de tous les temps et qu'aujourd'hui, avec la société que nous vivons, qui a évolué, c'est aujourd'hui la prison. Alors, est-ce qu'on pourrait donc, si nous faisons le parallèle avec ce que je viens de vous expliquer, est-ce qu'on pourrait dire que, ben voilà, quand après 2-3 mois ou bien après 1 an, eh bien, la personne se dit être repentie, se dit regretter ce qu'elle a fait et que cela devrait suffire à la renvoyer, cette personne, j'allais dire, dans la société. Je dis, il faut analyser cette situation au cas par cas, en essayant, bien entendu, d'avoir l'avis des experts à la matière. Je veux parler de sociologues, de psychologues, pour savoir si véritablement ce n'est pas un mirage. Et donc, que si une fois au dehors, il ne va pas s'y remettre. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Mais sur le principe de la conséquence qui est l'emprisonnement et tout le reste, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Les lois sont faites pour être respectées. Et donc, dans ces conditions, le gouvernement ne fait absolument rien d'extraordinaire en appliquant les lois. D'autant plus que les préjudices sont là. C'est-à-dire que si par extraordinaire, le chef de l'État venait à accorder les pardons, ou je ne sais pas quoi, comme le disons souvent, eh bien, ça dit que tous ces préjudices qui sont causés aux honnêtes citoyens, tous ces préjudices qui sont causés à notre pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin gagne aujourd'hui plus en notoriété à cause de cette lutte engagée par le gouvernement béninois. En termes de crédibilité, eh bien, et les préjudices qui étaient causés à notre pays, alors comment on fait pour pouvoir les régler? Comment on fait pour pouvoir les équilibrer en disant, bon voilà, le gars il s'est repenti, et ça y est, on le ressort, et peut-être le lendemain, il reprend. Donc, je pense que ça devrait pouvoir être réglé au cas par cas. Mais sur le principe de la répression, sur le principe donc de l'emprisonnement ou de toutes les autres formes, en tout cas de répression prévues par la loi, il n'y a absolument rien à dire parce que même déjà dans notre société primitive, si je pourrais le dire ainsi, c'est prévu que, eh bien, quand il y a cause, il y a effet. Il y a effet. En tout cas, sur le cas du principe, vous le dites si bien, on n'a pas le choix. Il faut que les lois soient appliquées, applicables. Mais est-ce que la prison, c'est la seule option?
Ben, là-dessus, on peut ouvrir le champ de réflexion. Et je pense que le gouvernement, les pouvoirs publics font déjà des efforts dans ce sens. Parce que je ne sais pas si nous allons parler tout à l'heure des causes, justement, de la propension des jeunes vers cette forme de facilité-là. Il y a plein de dispositifs aujourd'hui qui permettent aux jeunes de trouver des opportunités de formation, des opportunités d'emploi, des opportunités d'auto-emploi. Vous-même qui me parlez, là, vous n'êtes quand même pas agent permanent de l'État. Il a fallu faire preuve d'ingéniosité positive en créant ou en suivant une création positive pour que vous soyez dans votre position de travail. Alors, pourquoi tout le monde ne devrait pas faire autant? Vous auriez pu accepter cette facilité de rester dans un coin avec votre petit téléphone et de commencer à arnaquer les gens. Mais vous savez, en votre fort intérieur, fort de l'éducation que vous avez reçue, que ce n'est pas une bonne chose et qu'il vaut mieux réfléchir à des solutions justes, à des solutions légales, à des solutions légitimes pour pouvoir donc justement se sortir d'affaires malgré la difficulté de la vie, malgré les contraintes liées donc au quotidien. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il n'est pas question de dire ben voilà c'est compliqué et c'est pourquoi il faut aller vers ce genre de solutions. On serait en train de faire la promotion de quelle valeur en ce moment-là, parce que notre société reste une société africaine basée sur des valeurs, basée sur des principes. Et nous avons beau évoluer vers les systèmes de gouvernance plus élaborés, la démocratie et tout le reste, mais ces systèmes-là ne sont pas fondés SDLO, c'est des systèmes qui sont basés sur des lois, sur des principes, et nous devons pouvoir donc les respecter. Et donc faire comprendre aux jeunes, et à tout le monde d'ailleurs, que les choix qui doivent être opérés ne doivent pas être des choix qui soient en déphasage avec la loi. À qui la faute? C'est la faute à tout le monde, moi je vous dirais, c'est la faute à tout le monde, c'est mais prioritairement la faute à la famille, à la famille, je vais parler de la famille nucléaire, de la famille, à la première unité familiale, parce que l'éducation est la base de toute chose, ça je ne vous apprends rien là-dessus. Mais il faut déjà que à la maison, on commence l'éducation et même l'instruction, parce que nous avons tendance aujourd'hui à tout confier à l'école. On fait comme si l'enfant va tout apprendre à l'école, oubliant que même le maître ou la maîtresse ou le professeur qui se trouve devant l'enfant aussi a une famille à la maison et dont il a la responsabilité. Donc, la responsabilité parentale est totalement engagée sur la promotion du gain honnête, pour montrer que, eh bien, on n'a pas besoin de ressembler aux voisins d'à côté. Nous, on a eu ce privilège d'avoir des parents où à côté on mange de la viande, mais on dit bon, buvez de l'eau, allez vous coucher. Ce n'est pas se coucher à jeun, demain matin vous allez trouver autre chose à manger. Quand on a été éduqué de cette manière-là, en comprenant que ce n'est pas tous les soirs et qu'on doit pouvoir manger de la viande et boire du vin, eh bien, c'est déjà à la maison que ces distributions-là sont prises. Je voudrais paraphraser cet artiste de la vallée de l'Ouémé qui disait que la maison dans laquelle on ne dort jamais à jeun, c'est une maison où on vole. Donc, il faut forcément retourner à l'unité familiale, à la famille, aux parents, pour inculquer déjà ces valeurs aux enfants et le plus tôt possible. Et c'est en cela que je vous dis que les dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement sont à saluer. Vous n'êtes pas sans savoir, je crois, la mise en place de l'autorité de lutte contre la corruption qui, avec Maître Migan, je crois, qui a initié une tournée dernièrement et qui permettrait quand même de commencer la sensibilisation déjà au niveau des écoles. Je pense que c'est une très belle chose qui permet déjà d'inculquer les graines de l'honnêteté, de la citoyenneté, du respect du bien public aux plus petits, et ces plus petits vont grandir avec et ça va germer. Donc je pense que c'est d'abord la responsabilité parentale. Maintenant, pour ce qui est de la responsabilité de la société de façon globale, c'est que nos sociétés aujourd'hui vont vers plus d'individualisme. Nous voulons ressembler aux blancs, entre guillemets, ou eh bien c'est l'individualisme. Vous savez, vous faites une bêtise en ville, donc d'à côté vous pouvez bien vous corriger sans rien craindre. Mais aujourd'hui, même vos propres parents vous touchent, eh bien c'est la police qui débarque pour vous parler donc de violence mineure et tout le reste. Donc
il est question aussi de voir le dispositif législatif, en fait, s'assurer que c'est en phase avec nos valeurs traditionnelles, parce que nous ne pouvons pas évoluer véritablement en nous écartant de nos valeurs traditionnelles qui ont déjà fait leur preuve avec nos parents. Donc c'est de cela qu'il s'agit pour ce qui est de la société. Parlant maintenant des pouvoirs publics, je l'ai déjà dit, les dispositions qui sont prises sont à saluer. Il est question donc de les pérenniser et d'assurer eh bien, leur efficacité et leur mise à jour en fonction donc des nouvelles stratégies développées par ces jeunes, hélas, qui ont décidé donc de s'écarter de la voie normale, de la voie légale. Fidèle Sénan Vaudounon, merci. Je vous en prie, c'est moi. Je rappelle que vous êtes sociologue et merci d'avoir choisi de répondre à nos différentes questions concernant la lutte contre la cybercriminalité. En tout cas, est-ce un pari gagné? Vous avez donné vos différentes analyses. On va se retrouver très prochainement pour un autre sujet. Je vous en prie. Bien des choses et bonne suite. Merci. Voilà. Au Bénin, les villes de Cotonou, Porto Novo, Lokossa, Parakou et Boyikon sont les principales localités dans lesquelles s'observe le phénomène. Plusieurs raisons expliquent l'essor du phénomène avec la traque implacable initiée par le gouvernement. Peut-on se réjouir des actions menées? Autrement dit, est-ce un pari gagné par Patrice Tano et son équipe? Nous avons recueilli les avis de quelques citoyens rencontrés à Cotonou. Suivons leur impression au micro de Faouzia Sefou et David Yémé. Cette lutte implacable, comme le président l'avait dit quand il prêtait serment, qui va lutter contre la corruption, c'est surtout la cybercriminalité. Cette manière de voler de l'argent impunément, la lutte a été âpre. Et je crois que ça a donné ses résultats que vous voyez. Les cybercriminels ont disparu. On ne les voit plus pratiquement, ils ont beaucoup été enfermés. Et c'est une très bonne lutte qui a réussi pour le gouvernement Tano. En fait, est-ce qu'on a besoin de faire la cybercriminalité parce qu'on n'a pas trouvé de job? C'est une mauvaise philosophie. Lorsque vous êtes diplômé et que vous n'avez pas trouvé de boulot, ce n'est pas la peine d'être bandit ou assassin ou criminel. En piquant les sous des gens sur Internet, etc., par ces pratiques, n'est-ce pas, malsaines. Dieu a horreur de ces choses. La cybercriminalité, là, avant, il n'y en avait pas en Afrique. Pas au Bénin, mais c'est venu de l'Europe et des États-Unis. Mais aller d'abord à l'origine pour supprimer définitivement la cybercriminalité, il faut aller dans l'Occident, dans l'Europe occidentale, et commencer par supprimer les réseaux là. Il faut trouver des emplois à long terme pour nos enfants qui sortent de l'université, toutes filières confondues. On dépense, nous, parents d'élèves, nous dépensons depuis la maternelle jusqu'à l'université, disons 7 ans, 8 ans. Mais ils reviennent encore discuter le maigre salaire des retraités que nous gagnons. Vous voyez que c'est malheureux? Mais maintenant, le gars a pris le clavier à l'université. Allez à Calavi, allez dans les universités là. Tous les enfants savent manipuler le clavier. Mais quand le type n'a rien, il est tenté. Alors qu'à côté, il y a des gens qui font ces activités-là, qui mènent ces activités et qui sont riches. Ils seront tentés. D'où l'État fait ce qu'il peut. Mais le grand boulot là, c'est l'Europe. C'est des enfants, on ne peut pas quand même les emprisonner, les mettre dans un enclos, c'est pas bon. Le président aussi n'a qu'à prendre ses responsabilités. Mais c'est les futurs. C'est les futurs, il faut comprendre ça. Et les parents ne seront pas d'accord que les enfants soient incarcérés. Non, ça ne marche pas comme ça. Les vrais cybercriminalités, ils sont toujours en actif. Parce qu'ils sont invisibles. Ils sont même dans les services. Ils sont dans les services. Vous ne pouvez pas les débusquer. Parce que nous, on donne un peu de cybercriminalité. Mais vraiment, non, moi, ce que je souhaite, c'est que faut pas
faut pas brutaliser l'être humain. Ces progénitures, c'est nos progénitures. Hein? Si vous les brutalisez, ça va devenir autre chose. Il faut parlementer avec eux. Il faut parlementer avec eux. Et il faut les raisonner. Hein? C'est quel problème ils ont? À leur âge, ils n'ont pas besoin de compter des millions. Non. Hein? Il faut passer étape par étape. Oui, il faut les raisonner, c'est tout. Hein? Chercher un consensus. La cybercriminalité, on a vraiment lutté contre. Et c'est bon de lutter contre la cybercriminalité. Aussi, bon, aujourd'hui, nous jeunes, bon, notre pensée, c'est le gain facile. Mais c'est ça qui est grave. Il faut manger à la sueur de son front. C'est ce qui est dit. Et c'est normal, c'est ce qui est légal. Actuellement, dans le monde entier, la cybercriminalité ne peut jamais être éradiquée. Ne peut jamais être éradiquée parce que, et même en Occident, en Amérique, tout, ils font ça. Eux tous, ils font. Donc, si on va dire qu'on va éradiquer totalement, non, on peut mettre la répression et ils vont diminuer un peu de ce qu'ils font. Le même exercice, mesdames et messieurs, a été fait à Parakou. Anselme Orisha et Modeste Adanzeton ont tendu aussi leur micro pour prendre les avis des citoyens de Parakou. Suivons les quelques-uns rencontrés. Aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est vrai que ça a pris une ampleur dans notre pays, le Bénin. Et depuis fort longtemps également, nous allons constater que le gouvernement est en train de mener une lutte. Honnêtement, je dirais que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que même si moi-même je ne suis pas une victime, je connais des gens proches de moi qui ont été victimes parce que une question de prudence et d'ignorance aussi ont envoyé leurs sourds en l'air. Voilà. Donc si aujourd'hui maintenant le gouvernement est en train de lutter par rapport à cela, c'est quand même une bonne chose. Une bonne chose. Juste ce que je vais juste souhaiter, moi je pose d'abord une question. Quand on les prend comme ça, est-ce que ceux-là, le gouvernement a peut-être un projet pour eux? Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai que également, il y a aussi la condition qui oblige beaucoup à entrer dans ce dans ce travail, si je veux le dire. Bon, on ne va pas considérer ça comme un travail, mais le fait qu'aujourd'hui maintenant beaucoup de gens ne trouvent pas à faire, ils sont obligés à demander. Donc ça dit que la condition également les oblige. C'est une proposition, je voudrais que le gouvernement pense, au lieu peut-être d'aller séquestrer ces gens de personnes, on peut les utiliser. Et je pense que dans d'autres pays également, c'est comme ça les gens font. Quand on prend les prisonniers, on les fait travailler. Donc le gouvernement peut également, par exemple, utiliser ces gens de personnes et les travailler. Au lieu de les séquestrer quelque part, c'est encore l'argent du peuple qu'on va utiliser pour les nourrir. L'action du gouvernement doit être appréciée à sa juste valeur. Parce qu'en tant que jeunes, c'est très frustrant, d'accord, que nous permettons de tels actes dans notre République. En ce sens où nous sommes jeunes et nous savons aujourd'hui que pour gagner sa vie, il faut travailler. D'accord? Vous peinez pour avoir le pain quotidien et au même moment, vous rencontrez des jeunes comme vous qui, vous ne savez pas ce qu'ils font, qui dépensent anarchiquement. Vous vous demandez, mais je suis dans quelle République où au même moment où moi je me peine dur pour avoir le pain quotidien, quelqu'un est là, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il dépense 1000 fois que vous. C'est frustrant. Et ne pas lutter contre ce fléau, permettez-moi de dire que c'est un danger pour la République et c'est une gangrène en fait pour la République et ça ne fait que dérouter la jeunesse. Ne pas lutter contre ça est vraiment incertain pour l'avenir de la jeunesse. Donc nous on ne peut que remercier le gouvernement, encourager le gouvernement, que le gouvernement mette vraiment les moyens qu'il faut au niveau de ceux-là qui sont en train de mener cette lutte pour que ça soit implacable, sans état d'âme, avec la dernière rigueur. Déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, par rapport à la répression, il y a certaines personnes naturellement qui ne peuvent plus s'adonner à de telles pratiques. Donc, c'est déjà un œuvre de soulagement que ceux qui le font sachent aujourd'hui qu'ils courent de gros risques.
en prenant la décision de le faire, c'est que à côté, vous vous dites déjà que c'est un risque que vous prenez. Parce que si on vous prend, c'est qu'on vous a pris et voilà, vous vous en faites les frais pour vous-même, pour votre famille et pour ceux-là. Parce que le truc c'est quoi? Quand toi tu le fais et tu réussis, c'est que tu encourages les autres à le faire. Nous sommes dans quelle république? Depuis la lune des temps, pour gagner sa vie, il faut travailler. Il n'y a pas de manière de s'en sortir en dehors du travail. Mais qu'on nous dise aujourd'hui qu'avec de petites astuces de cybercriminels là, les gens se font de l'argent. Bon, qu'en est alors, c'est-à-dire, quel sort est réservé à ceux-là qui travaillent normalement comme il le faut? Donc ne pas lutter contre la cybercriminalité encourage même ceux-là qui travaillent d'aller vers la cybercriminalité. Pour moi, c'est sans état d'âme que le gouvernement redouble d'efforts dans les peines, dans les mesures et tout ce qui accompagne pour que le Bénin, quand même, on puisse dire, c'est vrai, c'est une histoire qui était restée au Bénin, mais aujourd'hui, ça a régressé. Et c'est une fierté pour le pays, pour la jeunesse que nous sommes. Moi, j'apprécie le gouvernement parce que je vois qu'il y a changement maintenant. C'est mieux plus qu'avant. Parce que quelqu'un qui a souffert pour gagner son argent, et puis toi tu viens arracher tous les biens là. C'est quelque chose que tu as détruit la personne et surtout la famille, par exemple, ses enfants. Parce que maintenant on travaille pour nos enfants, on cherche l'avenir pour nos enfants. Là, moi je prends toutes les années pour chercher l'avenir des enfants et puis toi tu viens arracher ça. Et puis voilà, ils ne font pas de bonnes choses même avec ça. C'est juste faire la vie, etc. Donc moi je vois que ce que l'État fait, c'est très bon. Même s'il y aura plus de changements comme ça, là, ça serait bon encore. C'est un sujet très pertinent dans la mesure où vraiment c'est un fléau, je peux le dire, si je me permets de le dire ainsi. La cybercriminalité, c'est un fléau en ce sorte que ça a ruiné pas mal de personnes dans nos communautés. Parce qu'il y a les sans-foi, on les appelle souvent entre griffes, les sans-foi ni loi, qui se permettent de pratiquer ce genre de choses. À travers les réseaux sociaux, ils arrivent à arnaquer les gens, à travers de fausses informations, des avis de recrutement illicites, vous voyez, qui paraissent quand même quelque chose de très concret, or c'est archi faux. Et les pauvres citoyens, quand même, ça donne. Et puis, ils vont s'investir dedans, envoyer leurs pièces, les identités, les informations personnelles. Donc, pas mal de choses qu'ils font et que vraiment, c'est pour cela, je dis félicitations aux actions du gouvernement. Le gouvernement qui ne cesse de travailler dans ce sens. Vous voyez? Donc, pour pouvoir quand même éradiquer ce genre de phénomène, ce fléau, et pour que ça puisse vraiment finir. Et pour que les pauvres citoyens béninois puissent trouver la paix, la quiétude. C'est vraiment quelque chose, une action à encourager. Pour dire de façon générale que ça a régressé, il faut quand même parcourir toutes ces communes du Bénin, vous voyez, pour qu'on puisse savoir si effectivement ça a diminué ou pas. Mais en ce qui nous concerne ici à Parakou, on peut dire vraiment ça régresse parce que ça a en train de prendre. Ces sans-foi ni loi sont en train de comprendre que vraiment, ce ne sont pas eux seulement en griffe, les maestros en la chose. Vous voyez, non, nous sommes aussi vraiment, nous avons un Dieu qui est là, qui est le gouvernement en griffe, qui est aussi en train de mener, qui est en train de nous protéger, pour pouvoir quand même nous amener à les éviter, pour ne pas tomber dans leur maille. Et continuer encore, ne pas s'arrêter, de continuer toujours dans la progression de ces activités qui mènent, pour pouvoir quand même les éloigner, les éradiquer complètement sur toute l'étendue du territoire national. Ce sera tout pour cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Portez-vous bien.